Clément Atangana est donc le juge suprême que personne ne conteste. Même Dieu est contesté. Ses décisions, on n'en discute pas. Il se lève, il prend un papier qu'il a écrit, il dit, bon, il y a 2 millions de ceci, après il va danser. Vous avez votre autre chose. Vous vous êtes déplacé parce que vous voulez assumer et assurer votre avenir. Vous voulez le changement parce que vous avez constaté que avec le régime de 43 ans, tout a régressé. En 82, quand il arrive au pouvoir, le Cameroun était encore prospère et respecté. Quand il arrive au pouvoir, les salaires et même les routes étaient encore admirables. Le monde entier nous aimait, nous adorait, nous adulait. Mais 43 ans de pourriture, 43 ans de meurtrissure et de moisissure, qu'est-ce qu'on peut à l'usure dire encore qu'on peut promettre à un peuple dans la mesure où on ne peut même pas sortir? Voter, c'est choisir. Et puis quelqu'un vient, vous ne l'avez pas choisi. Il désigne quelqu'un pour venir dire que, allez dire que Ngono m'a choisi. Donc le peuple n'a pas choisi pour le bien. La preuve, c'est que Clément Atangana s'est basé sur des papiers et non même sur les procès-verbaux que le peuple camerounais n'a pas encore vus. Et les gens viennent vous dire que c'est le Conseil constitutionnel qui est l'organe suprême. Comme exactement aussi au temps de l'esclavage, au temps de l'apartheid. On citait les lois. Si tu les violais, tu allais en prison, on te coupait le doigt, on te coupait la jambe, on te mettait la chaîne au cou. Ça, c'est ces lois qu'on nous demande de respecter. Or, on a demandé à chaque Camerounais d'aller choisir, de voter. Comment se peut-il donc que, devant le monde entier, on a vu des tricheries en série? C'était quasiment une épidémie. Mais qu'à la fin, dans un état sérieux, qu'on ne fasse même pas une enquête, qu'on ne vous présente même pas un procès verbal, qu'on vous dise qu'il n'y a même pas de confrontation, c'est-à-dire que quelqu'un arrive, il prend mes habits, il prend ma voiture, il prend mes chaussures, j'ai tous les reçus que j'ai achetés à tel ou tel endroit. Je m'en vais voir le juge. Que mais, monsieur le juge, vous-même, vous avez vu les vidéos. Comment celui-ci était en train de voler mes chaussures? Comment il est parti? Comment il a fait ceci? Vous dites, seul le procès verbal du bandit compte, c'est-à-dire Elekam. Les gens qu'on a pris. Avant d'accuser Issa Chiroma d'avoir violé la loi, le vol est-il permis? Pour Elekam, on ne regarde pas les conséquences, on ne regarde pas justement ce qui a provoqué aujourd'hui la crise. Voilà un régime qui est habitué à passer au forceps, pas de la force. On tue tout le monde et on demande à tout le monde de se taire. Un régime qui ne respecte pas lui-même ses propres lois. Regardez ce qui s'était passé en 2008. Qui avait violé la Constitution? C'est Paul Biya, qui avait dit qu'il doit se représenter. Les Camerounais avaient tenté de marcher. Paul Biya avait ordonné qu'on tire sur eux.
Et c'est Paul Biya qui a eu raison. Le 27 février 2008, Paul Biya vient à la télé, alors qu'il vient de massacrer des populations. Il y a même un artiste à l'époque, il est encore là vivant. Je ne parle pas seulement de l'apéro de Manga, mais je ne parle pas seulement de l'autre que je vais vous citer là. Joe la conscience. On vous demande d'aller chercher le pain. Joe la conscience avait plutôt engagé une grève de la faim. Il faisait sa grève de la faim sans cailloux, sans machette, sans armes, devant l'ambassade américaine à Yaoundé, l'ambassade des États-Unis. Le régime Biya, pour lui faire encore plus de mal, est parti abattre son enfant, un enfant de 11 ans, avec une balle. Qu'est-ce qu'un enfant de 11 ans avait à voir? Qu'est-ce que Joe la conscience avait fait? Rien. C'est par cette terreur que le régime Biya a toujours eu à régner, à humilier les gens. Et c'est pour ça que quand vous voyez les petits bandits qui sont partis chercher là, c'est exactement le même discours. Parce que le 27 février, Biya voit le pays brûler. Le pays est à feu et à sang. C'est le jour-là où il sort. Qui sont-ils, ces apprentis sorciers? Et comme d'habitude, il va accuser les autres de manipuler. Voilà justement ce qu'il avait dit, je crois. Le 27 février à la télé. Au lieu de calmer les gens, au lieu de dire on va négocier, au lieu de dire que voici mon peuple, je suis président de la République, je vous ai compris. Parce que même votre fils, il peut bouder à la maison. Même votre femme peut bouder, votre mari peut bouder. Mais après, vous amenez quand même le dialogue. Vous n'allez pas dire que, comme tu as fait ça, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Tu crois que tu es qui, hein? Je suis parti te prendre là-bas dans un petit bosquet. Et si tu sais même, hein, je pense tout simplement faire ça. Il me suffit d'un coup de tête comme il avait fait à Eric Tchindé. C'est donc cet orgueil-là que vous voyez les autres prendre. Et il avait dit, les opposants sont des apprentis sorciers qui manipulent la jeunesse pour des fins politiques. Il avait ajouté, tous les moyens légaux dont dispose le gouvernement seront mis en œuvre pour que force reste à la loi. Force restera à la loi, bien. Mais il a oublié quelque chose. C'est Chiroma. Chiroma n'est pas seul. Non seulement il y a son peuple, mais il faut savoir que derrière lui, il y a des relations avec des peuples, puisqu'il est peuple. On en a au Sénégal. Est-ce que vous avez vu ces gens-là féliciter Biya venir avec Biya là? On en a au Tchad, sans pourtant oublier, il y a les Aboussa au Nigeria et tout ça. Toutes ces relations, que ce soit avec le Tchad, sans pour autant oublier que Chiroma n'a pas encore lancé la 4e phase. Il y aura une chute des chiffres d'affaires qui iront au moins à 70%. Vous avez de ce côté les Arabes choix. De l'autre côté, au Nigeria, à Kanouri, bien évidemment, vous avez une communauté que vous ne pouvez pas rapidement vaincre. Et je vous avais dit qu'il y avait un projet qui pourrait naître, à savoir l'État du Logone. Et cet État du Logone, ça va asphyxier le Cameroun. Parce que la capitale, si elle va à Garoua, l'autre, la capitale économique à Maroua, Biya sera coincé. Mais surtout, pourquoi est-ce que Biya est coincé?
C'est parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale a les rapports que Clément Atangana, lui, ne parvient pas à produire même au peuple camerounais. Tout le monde, on a accumulé les preuves que Biya a volé, a triché l'élection. Comment vous voulez que ce monsieur-là soit reconnu, qu'il ait demandé des crédits, qu'il fasse ceci et cela, qu'il parle en tant que président élu? C'est un président braqueur, c'est un président voleur. C'est un déshonneur. Parce que chaque fois, c'est à peu près comme votre enfant. Vous voyez comment il triche, et puis on vous attrape dans une salle de classe, avec des épreuves. C'est dans le jupon, c'est dans le string, vous sortez ça par ici, on vous déshabille, tous les élèves crient, oh, ou bien les étudiants crient, ouh, ouh, ouh. On sait que vous serez même suspendu, que vous n'allez même plus compétir. Mais, comme le disait justement un père, que ben, vous ne pouvez pas aller à l'examen, vous partez à l'examen. L'autre, lui, reste à la maison. Ou bien il a été attrapé en train de tricher. En fin de compte, on vous dit que c'est lui qui est admis en classe supérieure. Voilà donc, leur Paul Biya est coincé. Parce que les gens sont en train de danser. On a gagné, on a gagné. Vous avez gagné quoi? Vous avez volé. Vous avez volé. Paul Biya est un voleur. Ouh, voleur. Ouh, bandit. Ouh, bandit. Mais c'est ça. Et c'est pas moi qui le dis. Les preuves les plus flagrantes ont été réunies et s'est présenté auprès de la communauté internationale, qui donc hésite et ne peut pas se permettre de soutenir une telle forfaiture. Regardez tout simplement, compiler comment Paul Biya a volé l'élection. Regardez. Mémoire d'une fraude. Le 12 octobre 2025, des millions de Camerounais croient en la promesse du vote avec l'espoir d'un scrutin libre et sincère. Mais derrière les bulletins, les chiffres et les discours officiels, une autre réalité s'est jouée. Celle d'une élection entachée de manipulation, de mensonges et de trahison. Voici la mémoire de cette fraude, pour que personne n'oublie. Les racines de la fraude. Avant même le jour du vote, le mensonge s'organise. Elecam refuse de publier la liste électorale nationale en violation de l'article 80 du Code électoral. Sur les listes, on retrouve des mineurs, des personnes décédées, des électeurs fictifs, et même des citoyens avec plusieurs cartes. Voilà votre Paul Biya. Tout est déjà en place pour une élection verrouillée avant même le premier vote. Les pactes invisibles. Et cette fois, une ombre nouvelle plane sur le processus. Une convention signée dans le silence unit l'organe électoral à ceux qui prétendent défendre la transparence. L'ONU s'invite dans l'histoire mais sans la raconter. Les partis politiques, pourtant acteurs majeurs du processus électoral, sont écartés, exclus des échanges et absents du projet d'assistance électorale signé entre Elecam et l'ONU le 9 mai 2025. Le peuple, lui, reste dans le noir,
pendant que les accords s'écrivent dans le secret des bureaux. Le théâtre électoral. Le jour du scrutin, le scénario se répète. Des personnes votent dans plusieurs bureaux de vote pour le parti au pouvoir, avec la complicité des agents de l'ECAM. Je suis Jean Bertrand du PCRN. Nous venons de déceler un cas de fraude majeure au quartier Newton Aéroport, école bilingue des nations. Devant tout le monde, des gens viennent voter alors qu'ils n'ont pas qualité. Ils réussissent à voter dans les bureaux de vote. Là voilà, voici la dame qui a voté. Et son nom est voilà. Ailleurs, les urnes se remplissent à huis clos. Au dépouillement, les chiffres trahissent la fraude. Il y a plus de bulletins que de votants. Écoutez-moi, dans ce bureau de vote, il y a eu 267 enveloppes, 367 candidats, 94 ont voté. Et on a reçu combien d'enveloppes? Bon, monsieur, exprimez-vous. Les 118 autres sortent d'où? Les 118 autres sortent d'où? C'est ce qu'on attend de vous. Les 118 autres sortent d'où? Les 118 autres sortent d'où? C'est une question. C'est une question. Tu vas recommencer. 49 c'est combien? Donc ça, on a 153 votants. On doit avoir 153. Vous faites ça comment? On doit avoir 153 signatures. Donc ça s'est passé. Vous allez nous dire. Vous faites ça comment? Les scrutateurs de l'opposition sont écartés. Il a en train de dire que nous n'avions pas la mandation pour être dans le bureau de boulot sous préfet des hommes les premiers. Le voici, c'est lui qui est la personne. Il a chassé mes scrutateurs dans le bureau. J'ai qualité, vous n'avez pas aussi qualité de sortir mes scrutateurs. C'est comme ça. Dans les zones rurales, le bourrage devient systématique. Bonjour à tous, je suis David Moura. Je fais cette vidéo pour faire une dénonciation des fraudes qui ont eu lieu dans le cadre des élections du 12 octobre dernier à Mbam, élection dans laquelle j'étais représentant de l'administration. Et dans un bureau de vote, je voudrais dénoncer ici toutes les manigances qui ont eu lieu et pour lesquelles j'ai malheureusement été impliqué. La démarche ici vise pour moi à soulager ma conscience parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend part au faux. Et c'est également une manière pour moi de faire un mea culpa pour avoir été mêlé à ça. Le 12 octobre dernier, j'ai été dans un bureau de vote. Personne n'a été convoqué par la police. Le représentant de l'administration, c'était moi, David Nunga. La représentante de l'ECAM, c'était Madame Martha. Et il y avait également un représentant du RDPC qui était M. Ndongve. Et il y avait un bureau de vote. Je me signalais aussi qu'il y avait un autre bureau de vote à côté. Nous étions deux bureaux de vote dans une même salle. Il y avait deux urnes. Donc il y avait un représentant du RDPC. Et donc l'élection a commencé, elle s'est poursuivie normalement. À partir d'un certain moment, le représentant du RDPC allait vérifier dans la poubelle pour voir quelles sont les tendances. Il a vu qu'il y avait beaucoup de bulletins blancs et il a pris son téléphone, il a marqué son mécontentement en appelant certaines personnes au téléphone et ses propos étaient les suivants. On donne notre argent aux communautés et ils viennent ici voter le FSNC. Qu'est-ce que cela signifie? Non, il était fâché. D'après lui, il ne faut pas
ils ont donné leur argent et on doit voter le RDPC. Et après ça, j'ai remarqué que le flux des lecteurs n'était plus le même. Les gens ne venaient plus. Peut-être les gens se sont dit qu'on a compris que nous votons, parce que vous savez qu'on peut savoir quelles sont les communautés qui votent dans tel ou tel bureau de vote. Et donc, vers 17h, le représentant du préfet vient et le représentant du RDPC le suit et ils s'en vont poser. Et après, il parle avec la représentante du délécam de mon bureau de vote et c'est elle qui me fait savoir que les instructions du préfet sont telles que le taux de participation est très faible. Parce qu'effectivement, dans notre bureau, il y avait 286 votants, 286 inscrits supposés voter, mais à la fin, vers 17h30, on avait trop 85 qui ont effectivement voté. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, elle me fait savoir que l'instruction du préfet, c'est de commencer à bourrer les yeux. Et quand elle me fait savoir ça, je sors d'abord, je prétexte d'aller charger mon téléphone parce que je ne veux pas participer à ça. Malheureusement, pour moi, j'ai mal calculé le temps parce que quand je reviens, ils sont encore en train de bourrer les yeux. J'entre dans le bureau de vote, je me mets à prendre part. On me dit, prends le bulletin, donne ceci, fais cela. C'était totalement, c'était sale. Donc, mettre les signatures. Vous voyez les registres dans lesquels on émargeait, on a mis les signatures pour ceux qui n'étaient pas là. On a mis les empreintes, mis les signatures, mis les empreintes, bourré les yeux. Et dans le Nosso, région en guerre et vidée de ses habitants, dans la commune de Batibo, région du Nord-Ouest en guerre depuis 2016 et ravagée par les combats, environ 250 personnes seulement ont voté. Pourtant, le résultat officiel attribue 5836 voix à Paul Biya. Voilà. Le mensonge devient chiffre officiel. La nuit des manipulations. Quand le silence retombe, une autre bataille commence. Les procès-verbaux changent de main. Les agents des LECAM vendent leur intégrité pour falsifier les procès-verbaux. Vous voyez, voilà les bandits qu'on attrape. C'est excessivement Un régime de tricheurs. Comptez le nombre de pages. Comptez le nombre de pages. Voilà. Ils disent qu'on doit reconnaître ça. Vous allez reconnaître ça, regardez. Est-ce que c'est possible? La loi de l'État permet que monsieur, il dit qu'il est président. Parce que ce que je doute, et je redoute fort, il est président de la section privée école privée la fierté coton. Il se retrouve là pendant que tous les collègues sont là-bas. On le prend avec des dossiers. Beaucoup avaient déjà oublié. Donc on vous Il est fait en train de signer ce qu'on appelle le flashback. Et on vous montre une élection organisée à 90 milliards. plus qu'à l'entrée, dès que vous avez fini, on vous fait signer. C'est comme une décharge. Partout. Mais vous vous retrouvez avec ce monsieur-là. Tout ça, il n'y a pas de signature. Il est venu se concentrer pour signer. Il vient frauder la nuit. La nuit, il est 23h. Il vient frauder. Vous pouvez vous imaginer ça. À 23h. C'est pour la fierté. Et il n'a même pas voté lui-même. Lui-même. Les vrais PV dorment dans les bureaux de vote. Les faux, eux, arrivent au tribunal. Mais on va gérer le cas directeur. Non, laisse. Bon, écoutez, je ne viens pas de le représentant de Chioma. Il ne faut pas faire sortir ça. Il ne faut pas faire sortir ça sans représentant. Avec l'autorisation de la justice qui était là pour agréer la manifestation. À l'intérieur j'ai trouvé ça procès-verbaux. C'est un procès-verbaux qui devait être au tribunal pour sortir les résultats définitifs de la main noire.
Donc, je n'ai pas vu le... C'est un résultat de vote être au tribunal pour sortir ce qu'on vient de nous donner. Oui. Mais ils ont laissé ça à Elekam et parti au tribunal avec ce qu'ils ont fabriqué. Maintenant, nous avons les vrais PV qui sont sortis du terrain. Donc, nous allons comptabiliser ça et rendre compte à notre président national. Avec les vrais résultats. Groupe 7. Ici, avec les vrais résultats de la main noire. Nous sommes allés récupérer ça. Nous, on ne va pas vous expliquer comment nous avons fait pour récupérer. Mais nous, on a eu quelques résultats ici. Je vous mets à 100%. Et nous avons besoin d'un responsable pour venir nous trouver ici pour récupérer ça. Parce que c'est ça qui peut nous aider au tribunal demain. Et nous, on va continuer notre chasse devant le parquet. Certains avouent même avoir reçu des millions de francs CFA pour trahir la vérité du peuple. Avec 30 millions. Voilà la République exemplaire de Biya. Voilà un président qui a rendu son pays le plus corrompu du monde et qui a tout fait pour salir notre réputation. Et ceci est d'autant encore plus grave que le même Paul Biya continue à utiliser, bien sûr, de fausses lettres de félicitations. Vous regardez, quel pays sérieux peut féliciter Paul Biya? Quel homme sérieux peut féliciter, même votre enfant, vous ne pouvez pas le féliciter s'il est un voleur, s'il est un tricheur, et surtout s'il a été pris devant le monde entier, les caméras. C'était des vidéos et tout le monde a vu que les gars de l'ECA, du RTPC, n'étaient que des bandits qui venaient avec de la corruption. 15 jours pour falsifier les résultats. Mais en fin de compte, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'après avoir falsifié les résultats, il falsifie et crée maintenant ce qu'on appelle les lettres de félicitations. Bien évidemment, on peut comprendre que Oligui Nguema, qui veut créer, qui veut être dans le clan de l'État et Kambeti, dont Biya rêve, puisque Biya a beaucoup plus des origines du Gabon que du Cameroun, plus il y a Obiang, bon, il s'est dit, bon, je suis le premier à le féliciter. Sur quelle base? Il a pourtant vu que ceci ne représentait pratiquement rien. Mais il le félicite. Qui s'assemble, se ressemble. Mais le problème aujourd'hui encore, c'est que le régime Biya nous a donc produit plusieurs lettres de félicitations. Mais derrière, il n'a pas montré les critiques contre la mauvaise gestion de l'élection, les trucages, les assassinats, bref, toutes les violations des droits de l'homme. Paul Biya a tellement été habitué à utiliser le faux qu'il a pris son neveu Bondayolo pour l'installer là, au cabinet civil. Très fort, nous allons faire ceci, cela. Tous les ministres que Paul Biya a nommés là, tous les ministres nommés par Paul Biya ne servent à rien. Ils ont été remplacés par Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Maintenant, c'est lui qui assure la
relation avec les ambassades. C'est lui qui appelle maintenant Poutine pour nous dire qu'en réalité, Poutine vient d'envoyer une lettre. Sauf qu'il y a un cas. Il y a des cas encore beaucoup plus graves. Ces cas viennent du fait que par analphabétisme lourdeau, par illettrisme outrancier, ces gens ont poussé le bouchon jusqu'au bout. Donc, le cabinet noir a étudié. Il est installé là-bas. Il voit que vous n'envoyez pas de lettres de félicitations. Vongayolo et le cabinet noir fabriquent des lettres de félicitations. Et il ventile ça pour dire que nous avons reçu les félicitations de tel ou de tel autre. Mais quand vous leur demandez que, mais pourquoi ce n'est pas sur le site? Oh non, c'est que, en fait, en réalité, c'est que vraiment vous ne savez pas lire. Et après, ils vont encore négocier que, pardon, montrez-nous, essayez de nous mettre quelque chose là pour que les gens, on nous a dit à saper. Bidjanga gauche, Bidjanga droite nous a donc raconté que la Guinée équatoriale, Obiangema, a adressé aussi les lettres de félicitations à Paul Biya, après celle de la Russie, qui est un véritable problème aujourd'hui. Tout compte fait, Bidjanga gauche, Bidjanga droite, qui ne connaît pas la différence entre la Guinée équatoriale et la Guinée Conakry, a donc confondu de président. Il nous dit donc que la Guinée équatoriale a envoyé les lettres de félicitations à Paul Biya d'avoir beaucoup triché. Il le félicite. C'est bien. On voit ça. Mais sauf que derrière, quand on cherche à analyser, on se rend compte que il parle de la Guinée équatoriale, mais il cite le président Doumbouya, alors que le président de la Guinée équatoriale s'appelle plutôt Obiangema Mbazogo. Et c'est celui de la Guinée Conakry qui s'appelle plutôt Doumbouya. Suivez donc ce que le Cameroun est devenu, la risée internationale. Comment on est en train de traiter le Cameroun. Comment on est en train de dénoncer le régime Biya pour un faux grossier. Écoutez ceci. Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une affaire assez curieuse on peut dire. Ça concerne la publication, le 31 octobre 2025, sur la page Facebook officielle du cabinet civil de la présidence du Cameroun, la PRC, d'une image. Une image présentée comme une note diplomatique. Tout à fait. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors de quoi il s'agit précisément? C'est une note verbale, comme on dit en langage diplo. Elle viendrait de l'ambassade de la République de Guinée, ambassade qui serait, tenez-vous bien, en Guinée équatoriale. Le détail a son importance. Et cette note, elle féliciterait le président Paul Biya pour sa réélection. Bon, notre but aujourd'hui, c'est de faire une analyse un peu fouillée, un décryptage quoi. On va regarder ce document de près, voir ce qu'il révèle, en s'appuyant sur une enquête journalistique sérieuse sur le sujet. Alors, on y va, décortiquons ça. Oui, c'est une très bonne approche. Parce que ce genre d'incident, au-delà de l'anecdote, ça peut en dire long. Et faut peut-être le dire tout de suite, comme le souligne la source, ce n'est pas la première fois que la com de cette institution pose question. Donc, ça rend ce cas précis encore plus pertinent à examiner. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette fameuse note verbale. Quand on regarde l'image publiée sur Facebook, bon, à première vue, ça a l'air officiel. Il y a un en-tête, un tampon. Ça semble venir d'une ambassade guinéenne à Malabo, en Guinée équatoriale. On pourrait se dire, bon, pourquoi pas? Une félicitation diplo, c'est courant. C'est vrai, l'apparence initiale peut faire illusion. Mais c'est justement quand on commence à lire, à gratter un peu, que les problèmes apparaissent. Et ils sont pas petits, hein. Ce qui est fascinant et qui saute aux yeux presque tout de suite d'après l'enquête, c'est l'erreur géographique. Une erreur fondamentale. Une erreur géographique, c'est-à-dire? Alors voilà, la note mentionne, noir sur blanc, son Excellence générale Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Bon,
Mamadi Doumbouya, c'est bien le chef de l'État guinéen. Oui. Mais de la Guinée-Conakry. Ah, d'accord. Or, la note, elle est censée venir de l'ambassade guinéenne à Malabo. Malabo, c'est la capitale de la Guinée équatoriale, ça, non? Exactement. Un autre pays, totalement distinct, avec son propre président, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui est là depuis 1982. Donc, on a une note soi-disant émise depuis la Guinée équatoriale, mais qui parle au nom du président de la Guinée-Conakry. Oui, là, il y a comme un souci. C'est une confusion entre deux pays souverains. Et rien que ça, cette erreur de base, elle est tellement énorme que, d'après la source, ça jette un doute, plus que sérieux, sur l'authenticité. Dans le monde hyper codifié de la diplomatie, ce genre de bourde, c'est juste impensable. Impensable, oui, le mot est juste. On imagine mal une ambassade se tromper sur son propre président ou sur le pays où elle se trouve. Mais vous parliez de plusieurs incohérences. Oui. La deuxième est d'ordre, disons, structurel, diplomatique. La note, par son existence même et son lieu d'émission supposé, elle laisse entendre qu'une seule ambassade de Guinée-Conakry, basée à Malabo, en Guinée équatoriale, couvrirait en même temps la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Prince et le Cameroun. Ah bon? C'est possible ça, une ambassade qui couvre plusieurs pays comme ça? En théorie, oui, ça arrive. Ça s'appelle des accréditations multiples, c'est pas rare. Mais là, dans ce cas précis, cette configuration Malabo qui couvre ces trois pays-là, c'est jugé hautement improbable par la source. Ils ont vérifié. Dans les annuaires diplomatiques, les documents officiels du ministère guinéen des Affaires étrangères à Conakry, résultat zéro. Aucune trace d'une ambassade structurée comme ça avec cette juridiction depuis Malabo. Logiquement, on s'attendrait plutôt à une ambassade dédiée au Cameroun, ou alors couverte depuis un autre pays voisin plus stratégique pour la Guinée. D'accord. Donc non seulement une erreur de géographie, mais aussi une structure diplomatique qui semble sortie de nulle part. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est pas fini. La troisième grosse incohérence, c'est l'absence totale, mais alors totale, de confirmation ou même de traces de ces félicitations via les canaux guinéens officiels. Si le président Doumbouya avait vraiment voulu féliciter M. Biya, on s'attendrait à une annonce quelque chose. Or, que trouve la source légitime? Rien. Le désert. C'est-à-dire concrètement? Aucune mention sur le site de la présidence guinéenne à Conakry, rien non plus du côté du ministère des Affaires étrangères guinéen, même les médias d'État en Guinée, qui d'habitude relaient ce genre de choses protocolaires, silence radio. Et plus troublant qu'encore, en cherchant spécifiquement dans les archives, les registres diplomatiques, aucune note verbale officielle trouvée émise par l'ambassade guinéenne à Malabo à la date du document, le 29 octobre 2025. C'est comme si cette note n'avait existé que sur cette publication Facebook. Un vide officiel absolu. Du document sur l'image publiée, la source en dit quelque chose. Ah oui, absolument. Et c'est là que, d'après l'analyse, l'impression d'amateurisme devient assez flagrante. La source pointe plusieurs détails visuels suspects. Le premier, et c'est assez étonnant, il y a du surlignage vert sur certaines parties du texte. Du surlignage? Comme quand on révise ses cours avec un stabilo sur un document diplomatique officiel? C'est un peu l'idée, oui. Difficile à imaginer dans une communication formelle entre États qui suit des codes très stricts, très sobres, très pro. Ensuite, le logo de la République de Guinée sur le document. Il serait clairement décentré, visiblement pas à sa place. Encore un petit détail qui trahit un manque de soin ou une manipulation un peu maladroite. Décentré, d'accord. Et il y aurait autre chose? Oui, la source parle aussi d'incohérence typographique, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs polices de caractères différentes dans le même document, sans raison logique. Là encore, ça colle pas avec les standards des documents officiels qui sont normalement très standardisés, très cohérents. Donc, tout ça mis bout à bout, le surlignage, le logo de travers, les polices qui changent, ça contraste vraiment avec ce qu'on attend d'une note verbale authentique. Normalement, c'est tapé proprement sur du papier en tête officielle, parfois même sécurisé. La présentation est nickel, sans fioriture, sans erreur de mise en page. L'aspect visuel de ce document, tel qu'il est écrit, renforcerait donc l'idée d'un faux, voire d'un bricolage assez grossier. Oui, c'est une accumulation d'anomalies assez accablantes. Ce qui nous amène à la question suivante, logiquement. Est-ce qu'on est face à un accident isolé, une erreur monumentale mais unique, ou est-ce que ça s'inscrit dans un schéma, un modus operandi? C'est la question centrale, et la source journalistique l'explore vraiment en détail. Et sa réponse est assez nette. Non, cet incident de la fausse note guinéenne ne serait malheureusement pas un cas isolé. Ça s'inscrirait, d'après l'enquête, dans une série de pratiques similaires observées par le passé.
et qui implique la communication présidentielle camerounaise. Des pratiques similaires, vous voulez dire d'autres faux documents? Exactement. La source rappelle des précédents bien précis, surtout après des élections contestées au Cameroun. Elle cite des affaires qui remontent à 2018, puis 2020 et encore en 2023. Dans ces cas-là, c'était pas des notes d'ambassade, mais carrément des fausses lettres de félicitations attribuées à des chefs d'État étrangers. Et pas des moindres. Ah oui, des noms sont cités? Oui, la source donne des exemples assez retentissants. Des fausses lettres attribuées au président français Emmanuel Macron, ou même au président russe Vladimir Poutine. Ces lettres, elles circulaient beaucoup sur les réseaux sociaux, parfois relayées par des canaux proches du pouvoir. Et elles félicitaient soi-disant Paul Biya pour ses victoires électorales, justement à des moments où ces victoires étaient contestées par l'opposition ou des observateurs. Ces documents-là aussi avaient été rapidement identifiés comme des faux, d'ailleurs, par les ambassades concernées ou via du fact-checking. Donc si on suit l'analyse de la source, il y aurait comme un historique, une sorte de répétition, utilisée de faux documents diplomatiques pour essayer d'asseoir la légitimité du pouvoir après les élections. C'est ça l'idée? C'est précisément l'argument qui est développé, oui. L'affaire de la note guinéenne de 2025, ce serait juste le dernier épisode d'une stratégie récurrente. Mais alors pourquoi? Quelle peut être la logique derrière une stratégie pareille? Ça semble quand même hyper risqué niveau crédibilité si ça se découvre, non? C'est une question que la source creuse. Elle qualifie ça de propagande institutionnelle, le terme est fort, hein, mais il décrit une action délibérée qui viendrait d'une institution d'État. L'objectif principal, ce serait de construire de façon artificielle une image de reconnaissance, de soutien international pour le régime camerounais. Une sorte de validation externe, mais fabriquée de toutes pièces, quoi. C'est ça l'idée. Surtout dans des moments tendus, après une élection, ou quand le régime est critiqué, à l'intérieur ou à l'extérieur, sur sa légitimité et son bilan. Recevoir des félicitations de dirigeants étrangers importants, même si elles sont fausses, ça permet de projeter une image de normalité, de succès diplomatique. Ça conforte l'idée que le pouvoir est solide, reconnu par ses pairs. Enfin, c'est l'objectif supposé. Et comment ça marcherait concrètement, cette stratégie, d'après la source? La méthode décrite, elle repose pas mal sur la puissance des réseaux sociaux. La vitesse à laquelle l'info ou la désinfo circule. En publiant ces documents sur des pages officielles, comme celle du cabinet civil ici, on essaye de leur donner un cachet d'authenticité. L'espoir, ce serait que ça devienne viral, que ce soit repris, partagé partout. Et qu'une partie du public, peut-être moins informé, moins critique, finisse par accepter ça comme vrai. C'est une tentative d'utiliser la crédulité ou le manque de vérification pour légitimer un pouvoir qui, selon l'analyse de la source, se sentirait peut-être en manque de crédibilité réelle, sur la scène internationale ou même vis-à-vis de sa propre population. Ça soulève effectivement des questions sur l'utilisation des outils numériques par les États eux-mêmes. Absolument. On parle souvent de désinformation qui vient de l'extérieur, d'acteurs étrangers. Mais là, la source pointe une potentielle désinformation organisée depuis l'intérieur même de l'appareil d'État. C'est une dimension assez préoccupante de l'usage des plateformes numériques en politique aujourd'hui. Alors, face à ce document, jugé plus que suspect par la source, et vu qu'on utilise le nom et les symboles de la Guinée, comment la Guinée a réagi officiellement? C'est un point intéressant ça. D'après les infos rapportées par notre source, la réaction officielle et publique de l'ambassade de Guinée à Malabo, celle qui était censée avoir émis la note, eh bien, elle a été inexistante. Silence radio. Pas de communiqué. Pas de démenti public de leur part. Non, rien de tout ça n'a été rapporté par la source au moment de l'enquête. Par contre, le journaliste dit avoir obtenu une réaction officieuse via une source diplomatique à Conakry, la capitale de la Guinée. Cette source, bon, elle n'est pas nommée évidemment pour la protéger, mais elle aurait été très très claire. Et qu'est-ce qu'elle aurait dit? Elle aurait qualifié le document publié par la présidence camerounaise de montage grotesque. Le mot est fort. Ça laisse pas de place au doute sur ce qu'en pensent les Guinéens. Et cette même source, ou un cadre du ministère guinéen cité anonymement, aurait ajouté un détail technique important. Aucune note verbale n'a été transmise par nos services à l'ambassade du Cameroun. Le format, la langue et les mentions sont totalement contraires à nos usages administratifs. Donc, en coulisses, un démenti catégorique qui confirme bien que c'est un faux. Mais pas de protestation diplomatique officielle, publique. C'est ce qui ressort des infos qu'on a, oui. Ce silence public, ça peut s'expliquer de plusieurs manières en diplomatie. Peut-être pour pas envenimer les relations pour une affaire jugée grotesque, ou peut-être juste de la discrétion habituelle dans ce genre de situation un peu délicate. Mais le message officieux rapporté par la source
Lui, il est sans ambiguïté sur le fond. D'accord, je comprends. Si on suit l'analyse de la source, on a donc un document plein d'erreurs, publié officiellement, qui s'inscrit dans un schéma de faute déjà vu et démenti en off par le pays dont on a usurpé l'identité. Quelles sont les implications plus larges de tout ça, d'après l'article? L'analyse va plus loin que juste dire « c'est un faux ». La source insiste bien, ce n'est pas une simple erreur ou une gaffe de com', elle parle carrément de manipulation d'état documenté. Les mots sont pesés, pour souligner la gravité et le côté potentiellement intentionnel de l'acte. Manipulation d'état documenté, c'est très fort comme terme, effectivement. Comment c'est développé? L'article y voit le symptôme d'une dérive communicationnelle au sommet de l'État camerounais. L'idée, ce serait qu'un pouvoir, qui se sent peut-être isolé ou en manque de reconnaissance internationale spontanée, en viendrait à devoir fabriquer cette reconnaissance par des moyens détournés, voire frauduleux. Et cette dérive aurait plusieurs conséquences négatives. Lesquelles, par exemple? D'abord, et c'est la plus évidente, ça abîme sérieusement la crédibilité de l'État camerounais lui-même à l'international. Quand une institution comme la présidence relaie ce qui ressemble à un faux document diplomatique, ça jette le doute sur toute sa communication officielle. Comment faire confiance après? Ensuite, comme on disait, ça nuit au pays dont on a utilisé l'identité ici, la Guinée. Son nom, ses symboles sont utilisés sans son accord dans une manipulation. Ça peut affecter sa propre image, ses relations. Un double préjudice, en quelque sorte. D'une insulte à l'intelligence des citoyens. Leur présenter des faux aussi grossiers comme des vérités officielles. À la longue, ça peut user la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Au final, l'analyse conclut que loin de renforcer l'image du pays, ce genre de pratique finit par ridiculiser l'institution présidentielle et le Cameroun tout entier, aux yeux du monde et de sa propre population. Donc pour résumer le jugement assez sévère de la source, ce n'est pas juste un incident administratif mineur. C'est un acte politique, lourd de sens, révélateur d'une communication officielle qui utiliserait la fabrication et dont les effets seraient profondément négatifs pour l'image et la crédibilité du pays. C'est tout à fait ça. Bon, alors, si on devait synthétiser les points vraiment essentiels à retenir de cet examen, basé sur notre source, plusieurs choses ressortent. Premièrement, la publication par un canal officiel, la page Facebook du cabinet civil de la PRC, d'un document soi-disant diplomatique, mais qui est en fait truffé d'incohérences. Factuel, d'abord, la géographie, la structure diplomatique introuvable, et puis formel, le surlignage, le logo, les polices. Deuxièmement, le fait que ça ne semble pas être un accident. Ça s'inscrirait dans un contexte plus large, une répétition d'autres documents diplomatiques falsifiés, les fausses lettres de Macron, Poutine, diffusées après d'autres élections. Ça suggère une stratégie délibérée plutôt qu'une simple erreur. Troisièmement, l'objectif présumé derrière tout ça, d'après l'analyse de la source, créer une légitimité, une reconnaissance internationale de façon artificielle, pour un pouvoir qui se sentirait peut-être en manque de crédibilité. En utilisant la viralité des réseaux sociaux, en misant sur une certaine crédulité. Tout à fait. Et l'idée maîtresse qui ressort de l'analyse de la source, c'est vraiment que cet incident est symptomatique. Symptomatique d'une approche de la communication au plus haut niveau de l'État, qui favoriserait la manipulation, la fabrication, plutôt que la transparence et la vérité. Et les conséquences potentielles de cette approche, l'enquête l'a souligné, elles sont graves. Perte de crédibilité nationale, internationale, atteinte aux relations avec d'autres pays et potentiellement une érosion de la confiance des citoyens. Ça montre assez crûment les dangers d'une communication politique qui franchirait certaines lignes rouges à l'ère numérique. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour continuer à réfléchir au-delà de ce cas précis. Face à la facilité déconcertante avec laquelle aujourd'hui on peut créer et diffuser des faux documents, même des faux qui ont l'air officiels, et parfois via des canaux institutionnels, comme on l'a vu ici, comment on peut préserver la confiance dans la communication diplomatique gouvernementale à l'heure du numérique? Si même les canaux officiels peuvent être source de désinfos ou de faux, sur quoi peut-on encore s'appuyer? Quelles sont les implications à long terme? Pour les relations entre États, bien sûr, mais aussi pour le lien de confiance entre les citoyens et leurs institutions, quand la frontière entre le vrai et le faux devient si floue, si poreuse, jusque dans les communications qui sont censées être les plus sérieuses, les plus vérifiées. C'est une interrogation ouverte, qui dépasse largement l'affaire camerounaise, mais que ce genre d'incident rend particulièrement.
Vous avez vu ça où? Dans un pays. Dans l'État du Cameroun, le cabinet civil falsifie les documents, les lettres de félicitations, imite les signatures des chefs d'État. Papa. Le cabinet civil. Donc, Bondayolo. Et il part voir Paul Biya, lui dit, tu as reçu, quelle félicitation, nous faisons un bon travail avec le Djanga gauche et le Djanga droite. Et c'est là où vous comprenez le rôle du Zomlo dans Moubelinga. Quelle est leur relation? Parce qu'il est le premier Camerounais à fabriquer des faux documents officiels. Lorsque les Amakam, donc une assurance, la brûle à Yaoundé, Moubelinga et son réseau vont s'installer à côté du commissariat central. Il n'y en avait qu'un seul à Yaoundé. Amougou va créer des cachets. Il va signer au nom d'Abesolo. Abesolo était le directeur des Amakam. Et il était un de mes beaux-frères. Les documents, c'est-à-dire qu'on crée les assurances aux gens alors que les Amakam n'existent plus. Qui faisait ça? À Moubelinga. Il me dit, mais je ne comprends pas. Il a failli aller en prison. Mais quand on a arrêté les Moubelinga, ils ont donné l'argent. Ils sont sortis. Mais ce monsieur, sa carrière était finie. Parce que le Zomlo des Zomlo a tous les cachets des ministres et consorts. Et c'est pour cela que d'ailleurs il était allé plus loin. Il avait pris un comédien dans sa chaîne. Vous vous souvenez? Qui appelait les ministres en imitant la voix de Biya. Il est donc allé beaucoup plus loin. Là se trouve l'affaire Martinez-Zogo. Lorsque l'enquête est déclenchée sur les lignes 94, 65 et 57, nous avons des documents qui montrent que les marchés ont été donnés à la présidence par le directeur de la sécurité présidentielle, le général Aïvou. Nous commençons donc des enquêtes. Certains de mes confrères proches de lui ont se rapproché de Aïvou. Comment est-ce que vous pouvez passer les commandes des ordinateurs, des fibres, des caleçons, des chaussettes à la présidence? Voici les lettres commandes. Le général Aïvou va dire que ce n'est pas lui qui n'a jamais donné ces marchés. Mais on regarde, c'est la signature, c'est le cachet. Mais comment un officier supérieur peut-il mentir jusqu'à dire que je ne connais pas cette lettre, je ne connais pas ces lettres commandes? C'est ces lettres commandes qu'il présentait à lui pour le Montazé. Et c'était directement payé. C'est de la même façon avec les fausses lettres que Mbondayolo a récupéré le terrain de l'immeuble Ekam. Donc le Zomlo des Zomlo peut être fabriqué jusqu'au titre foncier. Il allait plus loin encore. Il a fabriqué une décision de justice, soi-disant dans une affaire de foresterie, où il a gagné contre l'État du Cameroun, qui devrait lui payer 11 milliards. Montazé a commencé à payer. Sans regarder que l'affaire là était passée quand? Où? Au tribunal, au palais de justice, où il n'y a ça marqué nulle part. Que Moubelinga a eu un problème contre l'État du Cameroun et il a porté plainte contre l'État du Cameroun et il a gagné le procès jusqu'à ce qu'on dise qu'il
doit avoir 11 milliards. Tout ça, nous avions ça avec Martinez Zogo. Voilà pourquoi est-ce qu'il fallait l'éliminer. Donc, Bruno Bidjan à gauche, Bidjan à droite, quand il vient là, c'est parce qu'ils savent que pendant l'élection présidentielle, c'est ce qu'ils vont faire. Et vous avez pu constater que ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont sorti une lettre de félicitations de la Russie. Ça fait faire mal dans la mesure où on a cherché au niveau du site de l'ambassade, on n'a pas vu. On a cherché au ministère des Affaires étrangères, rien. Les gens ont enquêté. Mais comme ils ont vu que ça faisait beaucoup de bruit, et surtout que la Russie est grande, ils ont voulu calmer ça en disant on va donner ceci, on va donner cela, on va tout. Ils sont repartis là-bas, à l'ambassade. Mais entre-temps, une Camerounaise qui a fait ses études en Russie, qui connaît le langage diplomatique, et qui d'ailleurs a beaucoup travaillé à l'UNESCO. Elle parle russe. Elle lance une enquête. Elle s'appelle Alice Twente. Elle se rend compte, après vérification, que cette lettre est une fausse. Puis il n'y avait même pas la signature de Poutine. C'est-à-dire que Paul Biya t'envoie la lettre, il oublie de signer. C'est après la publication, et surtout que les médias internationaux ont repris cela. Allez, vous n'avez pas couru pour voir ses amis là-bas, essayez de me mettre ça dans le site, à peu près comme à Tanganyika. Vous le savez déjà, que sur les sites là, ça ne sert à rien. Ils avaient déjà changé le site d'Atanganyika, non? Où ils avaient enlevé le nom de ABC Kane. Ils avaient ajouté celui de Yabaga. Donc, ils ont dit c'est la honte, ça risque de faire ceci. S'il y aura des problèmes diplomatiques, vous allez suivre le président de la République. Oh, vraiment, et tout. Mais la vérité est que, quand elle fait sa sortie, ou plutôt, regardez comment elle a analysé cette lettre qui a aussi fait des bruits. Alice Twente dit, Alice Twente plutôt, suivez bien ce qu'elle dit. L'image que vous montrez présente une note diplomatique apparemment émise par l'ambassade de la Fédération de Russie au Cameroun, datée du 30 octobre 2025, adressée au ministère camerounais des Relations extérieures MINREX, transmettant un message de félicitations de Vladimir Poutine à Paul Biya pour sa réélection. Cependant, plusieurs éléments incitent à la prudence quant à son authenticité. Éléments qui paraissent conformes. Formules diplomatiques classiques, le style administratif et les formules de politesse correspondent bien au langage des notes verbales diplomatiques. Présente ses compliments, a l'honneur de faire parvenir, etc. Après, il dit, tampon de l'ambassade. Le sceau bleu porte l'aigle bicéphale russe, typique des documents officiels de la Fédération russe. Adresse et téléphone. L'enquête mentionne l'OBP 633 Yaoundé et un numéro commençant par plus 237. Élément réel de contact de l'ambassade. Élément qui soulève des doutes. Absence de signature nominative. Un document diplomatique de ce type est normalement signé par l'ambassadeur ou son conseiller avec son nom lisible. Donc vous voyez que ce n'est pas Poutine qui envoie, c'est l'ambassadeur. Et vous savez comment est-ce que Paul Biya fait avec les ambassadeurs, il t'arrose et tout et tout. Poutine, lui, n'est pas au courant, il ne sait même pas. Voilà. Suivez bien. Après, on dit, ici seule une paraphe stylisée figure. Petit 2. Adresse email non officielle. L'adresse qui a été mise sur ce document, c'est camerounrusse@gmail.com. Et on dit, elle précise que c'est une adresse Gmail. Ce qui est totalement inhabituel pour une ambassade. Les courriels diplomatiques utilisent des domaines gouvernementaux. Exemple, @meet.gov.
rue. Voilà. 3. Mise en page et police. La typographie et la mise en forme entre parenthèses. Centrage, marge, absence d'enquête officielle, exactement comme avec la Guinée, officielle complète, diffère des standards de correspondance diplomatique russe. 4. Termine politique sensible. La datation, entre parenthèses, 30 octobre 2025, correspond à un moment où les résultats officiels de la présidentielle camerounaise sont contestés. Les ambassades évitent en général d'émettre des félicitations avant la proclamation officielle par les autorités compétentes. 5. Aucune trace publique. Aucune publication ou communiqué de l'ambassade de Russie au Cameroun, site officiel, télégramme ou presse russe. Voilà, ceux qui ont fait un truc là. Rapidement, dès qu'il a fini de faire ça, ils ont mis sur Facebook, un truc sur Facebook. N'a relayé ce message, ce qui est atypique pour un message de félicitations présidentielles. Conclusion. Le document semble être une imitation ou une reproduction non authentifiée d'une note verbale diplomatique. Les incohérences formelles, c'est-à-dire, entre parenthèses, adresse Gmail, absence de signature nominative, absence de source officielle, suffisent à douter de son authenticité diplomatique. Même si le style et le sceau donnent une apparence crédible. Mesdames et messieurs, vous voyez donc que nous ne sommes que sur 2 cas. Parce qu'on vous a dit que ça a été fait plusieurs fois et particulièrement depuis 2018 où on disait déjà que mais ça c'est quelle qualité de félicitations de Emmanuel Macron. Donc, les gars, Macron avait protégé. Cette fois-ci, il ne pouvait pas rapidement aller, même si Macron pourrait bien appeler beaucoup plus tard ou faire ceci et cela. Mais toujours est-il que ça nous montre déjà jusqu'où ce régime est totalement dans le faux, dans les... Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien. Et justement concernant ces documents, on en a, après, il y a une autre analyse qui a aussi cherché à recouper sur ces lettres de Paul Biya, ou plutôt de Poutine à Paul Biya. Donc Poutine lui-même ne se rappelle pas. Poutine ne se rappelle pas avoir écrit à Paul Biya. Écoutez ceci. Imaginez un peu la scène. Le Kremlin qui félicite un président africain pour sa réélection. C'est une nouvelle qui a tout d'une bombe, à condition qu'elle soit vraie, bien sûr. Aujourd'hui, on se penche sur 2 lettres qui ont mis le feu aux réseaux sociaux. Alors, vrai coup de pouce diplomatique ou grosse manipulation? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, tout part de là. 2 lettres qui ont l'air tout ce qu'il y a de plus officiel, dans lesquelles Vladimir Poutine féliciterait Paul Biya pour sa victoire. Il faut bien comprendre le contexte. Au Cameroun, l'ambiance post-électorale est tendue. Un soutien pareil de Moscou, ce serait un vrai coup de tonnerre diplomatique. Bon, évidemment, la question est sur toutes les lèvres. Ces documents sont-ils authentiques ou est-ce qu'on est face à une tentative de manipulation bien orchestrée? Pour en avoir le cœur net, une seule solution, il faut enquêter. Pour y voir clair, voilà notre plan de match. On va d'abord regarder cette fameuse félicitation, puis on va voir si Moscou a dit quelque chose, ensuite on passe les lettres à la loupe, on essaie de comprendre la stratégie derrière, et on termine sur ce que ça nous apprend sur la diplomatie aujourd'hui. Voilà, pour être bien concret, tout commence avec ces 2 images. Elles débarquent sur les réseaux sociaux juste après l'élection présidentielle du 27 octobre 2025. Et qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, ce qui ressemble à s'y méprendre à des lettres officielles, avec la signature de Poutine, adressée directement à Paul Biya. Quand on tombe sur un document comme ça, le premier réflexe, c'est tout simple. On va vérifier à la source. Logiquement, si ces lettres sont vraies, il doit bien y avoir une trace quelque part sur les canaux de communication officiels russes. Et là, c'est la surprise. On a beau chercher partout, que ce soit sur le site du Kremlin, celui du ministère des Affaires étrangères, et même du côté de l'ambassade russe au Cameroun, le résultat est le même, c'est le néant. Absolument rien.
silence radio. Et ça, c'est le premier gros drapeau rouge. Et attention, ce silence, il n'est pas anodin du tout. Il faut savoir que le protocole diplomatique, c'est très carré. Une félicitation présidentielle, c'est un acte officiel, public, qui est toujours publié. Donc si on ne la trouve nulle part sur les canaux du Kremlin, ce n'est pas un simple oubli. Non, c'est un indice très très lourd que quelque chose cloche. Puisque les sources officielles sont muettes, on va faire parler les documents eux-mêmes. Allez, c'est le moment d'enfiler notre casquette de détective et de chercher les petits détails, ceux qui trahissent la supercherie. Pour ça, on va se concentrer sur 4 points bien précis. L'entête, le langage utilisé, la signature et bien sûr le protocole. Premier point, le visuel. Et là, franchement, on remarque tout de suite des erreurs qui sautent aux yeux, presque grossières. Le logo est mal centré. La police de caractère, ce n'est pas du tout celle de la charte graphique officielle du Kremlin. Ce sont des détails qui, en analyse de documents, ne pardonnent pas. Deuxième indice, et il est intéressant celui-là, le langage. Le ton est, comment dire, bizarrement poli, presque fleuri. Ça fait penser à un certain style administratif qu'on peut trouver en Afrique francophone. Et ça ne colle pas du tout avec le style russe qui est habituellement beaucoup plus direct, très protocolaire. Mais alors, la preuve la plus flagrante, c'est la signature. Une vraie signature, c'est vivant, ça bouge un peu à chaque fois. Celle-ci, elle est raide, elle n'a pas de vie. C'est la marque typique d'une image qu'on a juste copiée et collée. Rien à voir avec un vrai coup de stylo sur du papier. Et pour finir, le coup de grâce, le protocole. Le format de la date n'est pas le bon. Le titre officiel du président camerounais est mal traduit. Bref, des erreurs qui sont tout simplement impensables dans une vraie communication diplomatique à ce niveau. Ok, maintenant on est à peu près sûr que ces lettres sont des faux. La question logique qui vient après, c'est pourquoi? À qui ça profite cette histoire? Quel est le but politique derrière cette mise en scène? Cette technique, elle a un nom. C'est de la désinformation d'État. Le principe est simple. On utilise des faux pour essayer de manipuler l'opinion et de construire une histoire, un récit, qui arrange un agenda politique bien précis. Ici, l'objectif semble assez clair. Quand la légitimité d'un pouvoir est peut-être un peu fragile à l'intérieur du pays, eh bien, on essaie de donner l'impression qu'on a des soutiens très forts à l'international. C'est une tentative de se renforcer en s'inventant des amis puissants. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce n'est pas une première. Cette tactique, utiliser de faux documents pour faire croire à un soutien étranger, c'est quelque chose qui a déjà été observé par le passé dans le contexte politique camerounais. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette affaire? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la diplomatie à notre époque, à l'ère des fake news? Le verdict, il est sans appel. Après avoir tout vérifié, toutes les sources possibles, le nombre de confirmations officielles de ces lettres, c'est simple, c'est 0. Un énorme 0. Et c'est là qu'on voit tout le paradoxe de notre époque. C'est devenu hyper facile de créer un faux, c'est vrai, mais c'est devenu tout aussi facile de le vérifier. En quelques clics, la supercherie est révélée. Et au final, ce qui devait être une opération pour gagner en crédibilité se transforme en fiasco qui abîme encore plus l'image de ceux qui sont derrière. Finalement, la conclusion est assez simple. La vraie diplomatie, celle qui a du poids, elle se passe sur les canaux officiels, pas sur des montages qui traînent sur les réseaux sociaux. La crédibilité, ça se construit avec des actions réelles, pas avec des faux. Et on termine sur une question qui reste ouverte. Si ces faux sont si faciles à démasquer, qui cherche-t-on encore à tromper? La réponse, c'est peut-être que dans le flot continu d'informations, le but n'est plus tant de convaincre, mais juste de semer le doute, de brouiller les pistes. Et ça, c'est une question qui, elle, est bien réelle. Mesdames et messieurs, vous avez donc vu comment notre pays est la risée du monde entier. Comment ce régime est faux. Et vous nous dites que Paul Biya a gagné. Il a gagné quoi? Vous partez même tricher à l'étranger jusqu'à falsifier Poutine et aller maintenant corrompre, dire à l'ambassadeur que tu veux faire quelque chose. Vous sortez sur Facebook. Facebook, c'est Facebook qui est devenu la source officielle. Et vous savez très bien que même Facebook est interdit en Russie. Mais les gens à gauche et les gens à droite nous présentent que c'est Facebook. Que c'est Facebook qui est sa référence. Facebook qui est interdit. Là-bas. Et puis le communiqué vient, 2 jours après, vous mettez ça seulement sur Facebook. Pourquoi ce n'est donc pas sur le site du Kremlin? Pourquoi vous avez oublié tout ça? Vous avez cru qu'en mettant seulement sur Facebook, nous on met seulement où c'était. Voilà une bande de faussaires, Camerounais, Camerounaises. Est-ce que vous ne voyez pas quand on nous parle de Feman? Est-ce que vous ne voyez pas jusqu'où les hommes-là des hommes-là, les Mbonda Yolo, ces grands bandits-là, avec les gens comme les Gongo?
nous foutre la honte. Quel est cet état voyou? On triche les élections, on triche les âges, on triche ceci. Paul Biya, même son nom est faux, son âge est faux. Il est le seul Camerounais né en 1933 avec une date fixe, alors qu'il était au village. Bidjama gauche, Bidjama droite. Voilà un type qu'on est parti ramasser, on ne sait où. Qui devient porte-parole d'un gouvernement camerounais qui parle de la diplomatie. Et par la suite, qui va vous dire que les pays qui ne veulent pas déstabiliser, les pays qui n'adressent pas, la France n'a pas adressé les félicitations parce que la France veut déstabiliser au Cameroun, comme Paul Biya a refusé les accords et tout et tout. Bon, attendez. Dites-moi, les États-Unis sont jaloux du Cameroun parce qu'il n'y a pas de félicitations. Le Royaume-Uni veut déstabiliser le Cameroun, il n'y a pas de lettre de félicitations. Puisque eux tous, ils disent la même chose. L'Allemagne veut déstabiliser le Cameroun, il n'y a pas de lettre de félicitations. La Suisse, où Paul Biya va dormir, dépenser notre argent, veut déstabiliser le Cameroun, il n'y a pas de lettre de félicitations. Même la Belgique veut déjà aussi déstabiliser le Cameroun, il n'y a pas de lettre de félicitations. L'Union européenne a utilisé le même langage que la France. Même langage, même formule. Donc toute l'Union européenne là veut déstabiliser le Cameroun, veut déstabiliser Biya à cause des accords coloniaux. Bon, continuons. La Chine alors, la Chine c'est quoi? Veut déstabiliser le Cameroun à cause des accords coloniaux, alors que depuis là, vous suppliez l'ambassadeur de Chine, vous dites que vous allez donner ceci à la Chine, vous allez maintenant laisser la Chine exploiter au bien qu'elle, après avoir donné le fer, vous voulez maintenant aussi que la bauxite, les quoi. Vous avez déjà tout proposé à la Chine, non? Bon, continuons. La Turquie veut déstabiliser le Cameroun, elle se tue. Bon, l'Inde, hein? Elle est jalouse du Cameroun, n'est-ce pas? Elle se tue. L'Arabie Saoudite veut déstabiliser le Cameroun, puisque jusque-là, vous n'avez pas encore fabriqué... Je vous aide, hein? Je vous donne les pays. Bidjama gauche, Bidjama droite avec Mbonayuru. Commencez déjà à fabriquer. Dès que je dis là, allez, vous notez. Vous voyez que vous avez bloqué, vous coupez le direct, vous croyez que je vais me décourager, ni le public. Le public est là, ils sont là. Pour vous attraper, je vous dis, vous irez à Kondengi. Le Qatar, alors que vous savez très bien que, toi, tu sais très bien que Samuel Eto'o est avec tout. Vous avez dit qu'il est avec vous, non? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait que tous ces pays-là vous félicitent en première position? Là, ce serait déjà passé depuis. Bon, les Émirats Arabes Unis, bon, veulent déstabiliser le Cameroun. Bon, ok, d'accord. Pas de ceci et cela, pas de cela. J'ai parlé du Nigeria, à côté de vous là. C'est-à-dire que la lettre doit encore être dans le bateau. Et puis, ça va passer par les Nations Unies avant de revenir, parce que par l'Allemagne et après, partir. Voilà, c'est entre deux avions. Donc, à côté là. Bon, même votre gars qui est à côté là, vous faites pourtant le même métier, le fer et tout, vous exploitez ça. Hein? Ça sont des sauts. Hein? Il faut attendre plusieurs jours hein, avant de fabriquer, hein? Ou bien avant de supplier, parce que vous devez supplier tout le monde de vous adresser les lettres de félicitations. La RDC, voilà, qui est aussi là. Attendez, là-bas, même Eto'o reçoit les lettres de félicitations, et Paul lui en a pas encore reçu des lettres de félicitations. La Côte d'Ivoire, Ouattara, vous faites le même combat, non? C'est-à-dire que vous tous, vous avez écarté les opposants. Bon, Ouattara, elle a gagné, ou bien je ne sais pas, avec 92%. Paul Biya a gagné avec 50%. Voilà. Mais il ne félicite pas l'autre. Hein? Le Sénégal, les petits-enfants là, ils ne vous envoient pas. Ah, ils n'envoient pas à leur père de félicitations. Bon, on continue. Bon, l'Afrique du Sud, bon, c'est trop élevé. Donc, le temps pour vous de grimper sur l'arbre et d'aller cueillir la lettre de félicitations qui est trop loin. Même l'Afrique du Sud, même l'Éthiopie là. Vous dites que l'Union africaine
vous a adressé les lettres de félicitations et consorts. Jusqu'à dire même que ceux qui sont chargés des droits de l'homme, et du coup, ils ont dit que nous, on ne connaît même pas la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine. Ils ont dit qu'ils ne connaissent pas la lettre de félicitations, d'où ça sort. Donc, mais vous avez quand même dit que, oh, ne discute pas. C'est toi qui as envoyé la lettre de félicitations. Quelqu'un dit, je ne connais pas. Ce n'est pas ma lettre. Vous dites, oh, c'est toi qui as envoyé. Bon, ok. Mais l'Éthiopie, là, il y a le siège de l'Union africaine, ne vous a toujours pas envoyé la lettre de félicitations. C'est-à-dire que c'est parti du siège de l'Union africaine. L'Union africaine vous a adressé la lettre de félicitations. Mais l'avion qui devait porter, c'est-à-dire Ethiopian Airlines, est tombé en panne. Et du coup, il y a la lettre qui est sortie par le soupape d'échappement et tout ça. Donc, la lettre de l'Éthiopie a échappé et c'est la seule lettre de... Bon, ok, continuons. À côté, l'Égypte, une autre puissance africaine, ne vous a toujours rien dit. Hein? Vous avez le Burkina, là, avec le petit garçon, là, vous avez dit qu'il adore trop Paul Biya, que c'est le Paul Biya qui l'a inspiré. Mais jusqu'à présent, il ne vous a pas adressé de lettres de félicitations. À côté, là, vous avez le Mali. Il n'y a pas eu de félicitations. Même Tchani, au Niger, là, un pays pauvre et tout et tout. Pas de félicitations. Mais, bon, attendez. Donc, tous les pays qui sont importants vous ont barré et vous êtes en train de faire du faux pour tromper les Camerounais. Parce que la pression est en train de monter. Et au lieu de dire la vérité au peuple camerounais, que le monde entier sait que nous avons triché, que nous avons volé, vous commencez à dire que parce que Paul Biya n'a pas signé les accords coloniaux avec tout ce monde ici. Donc il y avait les accords coloniaux avec, il a refusé de signer les accords coloniaux avec le Sénégal, n'est-ce pas? Avec l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Et tout et tout. Pauvre de vous.